Bonjour à tous, cette semaine, émission spéciale, vous le savez, c'est la semaine de l'Eurovision. Et justement, à ce propos, nous avons rendez-vous avec une ancienne gagnante du programme, c'était en 1960, rappelez-vous, Tom Pilibi, un verre avec, Jacqueline Boyer aujourd'hui. Elle nous attend à l'intérieur de ce lieu, vous le voyez derrière moi, le musée Édith Piaf. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est la belle-fille d'Édith Piaf. On en parle avec elle, un verre avec Jacqueline Boyer, suivez-moi. Jacqueline Boyer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui. Alors tout d'abord, première question, pourquoi avez-vous choisi cet endroit aujourd'hui ? Parce que le musée d'Édith Piaf me tient à cœur, étant donné qu'Édith a été pendant quelques années ma petite belle-mère. En plus, je suis présidente des Amis d'Édith Piaf qui ont fait ce magnifique musée dont Bernard Marchois s'en occupe. Voilà. Et donc j'en suis la présidente et je suis très honorée d'être la présidente et de représenter aussi bien Lucienne Boyer, Jacques Pils, mais aussi Édith Piaf, ma petite belle-mère que j'adore. Et ces trois personnes, ces trois destins, vous en parlez actuellement justement dans un livre qui s'appelle « Histoire de trois vies extraordinaires », celle de votre papa Jacques Pils, le célèbre chanteur de music hall, votre maman Lucienne Boyer, la dame en bleu, et Édith Piaf qu'on ne présente plus bien sûr. Comment vous l'appelez ? Je crois que vous vous donniez un petit surnom avec Édith Piaf. Mamie, Voilà. Mamie Édith. Pourquoi Mamie ? Quand la première fois je suis arrivée boulevard Lannes, on s'est regardé, on était un petit peu timides toutes les deux. Elle savait pas comment m'appeler, et puis moi je savais pas comment l'appeler. Après elle m'a regardée, elle m'a dit tu m'appelleras Mamie. Et elle m'a dit moi je sais qu'on t'appelle Poussin, alors je t'appellerai Poussin. Voilà. Alors j'étais Poussin et Mamie, voilà. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre, de partager toutes ces photos qu'on trouve à l'intérieur également ? Je l'ai fait il y a quelques années de cela. Bernard Marchois avait organisé avec la mairie de Paris un hommage à Édith. Et puis il m'avait dit par la même occasion, il m'a dit pourquoi tu ne parlerais pas de Lucienne et de Jacques, et pourquoi tu ferais pas, avec ce que tu as vécu auprès d'eux, pourquoi tu ferais pas un petit résumé de ta vie avec eux sur scène, ça serait intéressant de faire une petite conférence. Et bon, j'ai concocté quelque chose, j'ai écrit, j'ai résumé leurs trois vies, et j'ai mélangé leurs trois vies, et j'ai donc raconté leurs histoires, cette histoire pendant une petite heure. Et le public qui était dans la salle était tellement enthousiaste qu'ils m'ont dit mais écoute maintenant Jacqueline que tu as fait ça, faut que tu écrives le livre. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et j'ai cherché le titre, j'ai dit mais après tout qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre ? Mais finalement c'est une histoire, ils ont eu chacun trois vies extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, parce que c'était des gens qui sortaient de l'ordinaire. J'ai dit c'est comme ça que c'est venu, histoire de trois vies extraordinaires. Voilà. Et comment ça se passe une enfance ou une adolescence entourée comme ça de trois personnes extraordinaires ? Moi, c'était tout à fait normal, puisque je suis née dans ce contexte-là. Je suis née dans le chaudron, si vous voulez. Et j'ai eu le privilège, maintenant je m'en rends compte après des années, bien des années, mais j'ai donc rencontré des gens, quand nous étions à New York, j'ai rencontré Judy Garland, j'ai rencontré Bette Davis, Edith bien sûr, qui était à l'époque en 47 avec Marcel Cerdan, Rita Hayworth venait à la maison, Charlie Chaplin, enfin des gens comme ça quoi. Mais j'avais 6 ans, pour moi c'était tout à fait normal, puisque c'était des amis. Donc c'était des gens qui étaient très simples dans la vie et qui faisaient partie de la famille et des amis de mes parents. Et pour moi, c'était tout à fait normal qu'ils me fassent sauter sur leurs genoux et qu'ils m'apportent des cadeaux et que je joue avec leurs enfants, etc. C'était tout à fait normal. Moi, j'allais dans les coulisses parce que j'adorais ça. Et donc j'ai eu le privilège de voir Edith dans les coulisses, de voir ma mère dans les coulisses, d'aller voir Radio City, d'aller voir Judy Garland et tout ça. Je les ai vus. J'étais toujours avec le monsieur qui faisait les lumières, ça me plaisait de les voir sur scène, donc j'ai vécu leurs répétitions, leurs angoisses, leur remise en question, le choix des chansons, des auteurs, tout ça, les tournées, plein de tournées j'ai fait avec eux, j'ai voyagé beaucoup, j'ai commencé à voyager, j'avais à peine 18 mois. Hein. Ah oui d'accord. Finalement, ça vous a entraîné pour votre carrière future, avoir tout ça. Et c'est-à-dire que moi, au départ, je voulais pas chanter, hein. Je voulais faire de la comédie. Donc je prenais des cours de comédie. Et puis, avant de faire de la comédie, j'étais encore collégienne.
Ma mère partait en tournée pendant la période des vacances. À l'époque, les enfants on avait 3 mois de vacances. C'était juillet, août, septembre. C'était formidable. Mhm. Et elle partait, je crois, au mois de juillet en tournée en Hongrie. Et moi, comme j'étais en vacances, j'ai dit à maman, écoute, j'aimerais beaucoup venir avec toi en tournée. Ça me plairait énormément de visiter la Hongrie. Elle m'a dit, oui, à une condition, tu chantes. J'ai dit, quoi ? Si, tu vas chanter, tu vas répéter. Donc j'ai répété 3 chansons. Et puis j'ai dit, pour rendre hommage à la Hongrie, j'ai pris une chanson du folklore hongrois. D'accord, en hongrois. En hongrois. Parce que c'est pas la langue. Et j'ai chanté ça, et j'ai fait un triomphe. Ma mère n'arrivait plus à rentrer sur scène. Et c'est comme ça, si vous voulez, que ça a commencé. Parce que quand on est rentré à Paris, ma mère a ouvert son 11e ou 12e cabaret. Elle m'a dit, ma petite fille, tu vas chanter. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter dans le cabaret de ma mère, puisqu'un soir sont arrivés Bruno Cocatrix et Franck Pourcel, le grand chef d'orchestre, qui ont dit à ma mère, la petite, maintenant, on va la mettre sur scène, on va la faire chanter. Alors, j'ai fait mon premier disque accompagné par Franck Pourcel, et j'ai fait mon premier grand spectacle produit par Bruno Cocatrix en 59 au Théâtre de l'Étoile, dans le spectacle Marlène Dietrich. Voilà. Quel souvenir vous gardez justement de Marlène Oui. Extraordinaire. Femme fantastique. J'ai eu le privilège d'être reçue dans sa loge. Je devais rester que 10 minutes. Elle ne comprenait pas que toutes ces fleurs qui arrivaient dans le couloir, elle disait, mais où vont toutes ces fleurs ? Où vont toutes ces fleurs ? Et Bruno Cocatrix dit à Marlène, mais c'est pour Jacqueline Boyer, qui est la fille de Lucienne Boyer. Jacques Pils, c'est la belle-fille d'Eddie. Oh, elle me dit, je veux la voir, je veux la voir absolument, j'ai lui parler. Et donc je devais rester 10 minutes, je suis restée 1h30 dans sa loge. D'accord. Et elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a donné plein d'idées, elle m'a dit ce qu'il fallait faire et ne pas faire, et que j'applique toujours. Et donc j'ai eu 3 Pygmalions femmes dans ma vie, ma mère Lucienne Boyer, Édith Piaf, ma belle-mère, et Marlène Dietrich. Et le papa, Jacques Pils. Et le papa, Jacques Pils, qui lui aussi, bien sûr, m'a donné quelques conseils. Bon, enfin, j'avais pas besoin de... Moi, je les regardais travailler, ça. J'étais à bonne école avec eux. Hein. C'est sûr. Hein. Juste pour revenir sur votre papa, lui en 1959, il fait l'Eurovision. Oui, il fait dernier. Alors voilà, avant-dernier. Avant-dernier, bon. Mais la chanson était très bien, hein. Pour Monte-Carlo en plus. Et c'était Lucien Maurice à l'époque qui avait suggéré à mon père de faire l'Eurovision. Et la chanson était pas mauvaise du tout, mais bon, ça n'a pas plu. Et moi, l'année d'après, je suis choisie pour représenter la France. Et voilà, et vous gagnez. Comment il l'a pris ça d'ailleurs ? Il était très content. Il m'a dit, t'as relevé tu as ramené l'honneur de la famille. Et comment ça s'est passé ? Comment ça se passe au début la sélection pour représenter la France ? C'était l'ORTF à l'époque qui avait choisi. Et donc j'ai été choisie d'office. Et à l'époque, il y avait toujours que des chansons d'amour, de crooner, etc. Et moi, j'arrivais avec cette chanson qui était toute fraîche comme tout. C'était un peu Cadet Roussel, si vous voulez. Tom Philippi, la chanson. Voilà. Et l'histoire, c'est que j'étais... on choisissait, on n'en choisissait pas, on tirait au sort et je me retrouve 13e. On n'avait que 13 pays. Hein. Et je me retrouve 13e. Et l'anecdote suivante, c'est que il y avait la grève des avions. Donc on est parti en train à la gare de Saint-Lazare. J'avais le compartiment numéro 13, wagon numéro 13. D'accord. Bon, on prend le bateau parce qu'il n'y avait pas encore l'Eurostar. Et on arrive à Londres. Vous allez à Londres, hein, juste à Londres, je vais à Londres, voilà, je précise. Et donc, on me donne la 13e place. Et donc... Décidément. Je gagne avec le numéro 13. Oui, il y avait, je pense qu'aujourd'hui, vous faites quelque chose les vendredis 13 ou les choses comme ça ? Non, pas vraiment. Mais enfin, disons que l'Eurovision, pour moi, était une carte de visite extraordinaire. Elle l'est toujours. Hein. Est-ce que c'est de là qu'est parti le succès international qu'on connaît ? Ah oui, bien sûr. De cette chanson ? Ah, bien sûr. Parce qu'il faut quand même dire que cette chanson, elle a cartonné, pas que en France, numéro 1 en Espagne, dans le top 10 d'une dizaine de pays à travers... l'Europe. Et j'ai démarré, grâce à l'Eurovision, une très belle carrière que je continue en Allemagne. Bien sûr. J'avance tout doucement, on va y venir. Juste revenir sur cette chanson, Tom Philippi. En fait, elle parlait donc d'un jeune amoureux, on va dire, prétendant. C'est Cadet Roussel, un peu, c'est l'histoire de Cadet Roussel. Hein. Et puis ça tombait bien à l'époque parce que ça plaisait beaucoup aux parents, mais ça plaisait beaucoup aux enfants. C'était une chanson rigolote, très sympa et
qui plaisait à tout le monde, qui était très gaie, très virevoltante et tout. Et puis bon, moi j'arrivais un peu, c'était un petit peu un genre de Blanche-Neige, un peu, voilà, c'était frais. Et c'est vrai qu'au début, elle n'avait pas été écrite pour vous, elle avait été écrite pour Marcel Amont, c'est ça? Je crois, oui, je crois. Philippe a 2 châteaux, le premier en Écosse. Comme Philippe a 2 châteaux, l'autre au Monténégro. L'Eurovision, finalement, il a été remporté par la France 5 fois. Vous étiez la deuxième gagnante. Le premier, c'était André Claveau en 1958. J'ai démarré, si vous voulez, c'était moi qui a démarré toutes les premières jeunes chanteuses. C'est moi qui ai commencé. Je suis le dinosaure de l'Eurovision. 1960. 29 mars 60 quand même. Et la dernière victoire, elle date, c'est en 77, Marie-Myriam. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'Eurovision de cette année? Dans quelques heures, le candidat Amir va représenter la France. Super bien, j'aime beaucoup cette chanson, elle est charmante comme chanson. Je vous propose qu'on en regarde un extrait et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Vous pouvez commenter en même temps si vous voulez. Ah oui, c'est très bien, moi j'aime beaucoup, on la retient bien. Le clip est très bien fait. Il chante bien, il a une jolie voix, une belle prestance. Mais c'est un musicien déjà, hein. Oui. Il chante bien, c'est un musicien. Elle est très positive cette chanson, elle est très bien. Moi j'aime beaucoup. Vous pensez qu'il a une chance vraiment de gagner Je pense que la chanson est bonne et qu'elle peut faire quelque chose. Mais de toute façon, ce que je peux dire que l'Eurovision, on gagne ou on ne gagne pas. Le problème, c'est qu'il n'est pas un problème, c'est une grande référence parce que il y a tellement de gens, des millions de gens qui vous regardent. Si vous ne gagnez pas pour votre pays, vous pouvez vous ouvrir une voie royale dans d'autres pays. Bien sûr. Il y a plein de grands chanteurs qui n'ont pas gagné pour leur pays et qui ont fait des carrières extraordinaires ailleurs. Le monde est grand et les portes sont ouvertes. C'est une carte de visite extraordinaire. Je regrette qu'en France, on minimise un peu l'Eurovision. On le minimise beaucoup. Après, c'est vrai qu'on finit mal classé aussi. Mais parce que le choix des chansons n'est pas bon. Ce ne sont pas des chansons d'Eurovision. Si vous écoutez Pourquoi Marie a gagné Marie-Myriam, c'est une chanson d'Eurovision. Même Top Pilibi, en 1960, on la chante encore, c'est une chanson d'Eurovision. Je ne sais pas qui font les sélections françaises, mais il faudrait qu'ils choisissent un peu leur tir là. Hein. Bon, celle-ci, ça va. Cette année, ça va. Cette année, ça va. Je partage votre opinion. Voilà. Justement, donc Tom Pilibi, succès, et succès ensuite, bien sûr, pour vous. Oui. Succès en Allemagne. Comment vous expliquez cet énorme succès que vous avez eu en Allemagne et que vous avez toujours aujourd'hui? Parce que pour eux, c'est arrivé, j'étais la petite française, la petite fiancée française, et la chanson leur a plu, et puis j'étais le personnage qu'ils attendaient. Et par la suite, j'ai eu des très grands compositeurs et auteurs allemands qui ont écrit des très belles chansons pour moi. J'ai cartonné vraiment la main, et ça continue, puisque je viens d'en sortir un Doch ich habe dich geliebt, et je vais faire la promotion là au mois d'août. Ça continue. Mais au début, comment ça s'est passé? Vous avez dû apprendre l'allemand, etc. Alors, je vais vous dire que Tom Pilibi, quand je l'ai enregistré la première fois en allemand, j'ai mis 7 heures pour l'enregistrer. Hein. Phonétiquement, c'était une horreur. Une horreur. Puis finalement, bon, maintenant, j'enregistre, je parle un peu l'allemand, mais je lis très bien l'allemand, il n'y a pas de problème. Mais au départ, ça a été un peu difficile, hein, je peux vous le dire. Hein. J'imagine, c'est pas la langue la plus facile. Non, mais elle est très belle, c'est une très belle langue. Je travaille beaucoup en Allemagne, en Suisse, au Canada, en Pologne, Au Japon aussi, j'ai vu. Beaucoup, j'y vais souvent, en Autriche, mais bon, la France un peu moins. Mais je représente la chanson française quand même. Hein. C'est toujours très agréable de représenter et d'avoir la voiture avec le drapeau français, c'est quand même très honorifique. C'est très très sympa quand même. Et puis je représente ma famille. Hein. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il sait, le public allemand, par exemple, ils savent que vous êtes la belle-fille aussi d'Edith Piaf? Ah bien sûr, bien sûr. Ah bien sûr, bien sûr. Je voudrais revenir sur d'autres artistes aussi. Vous avez fait beaucoup de premières parties, partagé la scène. Alors j'ai noté quelques noms avec Aznavour, Brel, Brassens, Tino Rossi. 18 mois de tournée avec Tino. 18 mois. Ouais, 18 mois de tournée avec le temps des guitares.
La première tournée, on avait fait toute la France avec justement les Bouglione. On était en caravane, on était sous chapiteau, Bouglione, c'était extraordinaire. Ensuite, on est parti en Suisse, on a fait le Canada, et puis on a terminé par la Corse, évidemment. J'ai joué des scènes d'amour avec Tino, quand même. D'accord. Ah, Ah c'était oui, joué oui. un petit peu. Ah, c'était joué, oui. Alors, il y avait sa femme qui regardait dans les coulisses pour voir si ça se passait bien. Non, c'était trop sympa. Revenir aussi sur un événement un peu moins drôle. En 1966, vous avez un grave accident de voiture, une perte de mémoire, et vous devez arrêter la scène pendant 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'étais blessée à la tête, j'ai failli perdre j'ai perdu la mémoire pendant 4 ans. Et c'était bien difficile, j'ai eu un traumatisme crânien très très grave. Et je me souvenais de tout ce qui s'était passé antérieurement, mais tous les gens, par exemple, je vous vois aujourd'hui, demain je vous rencontre, je vous reconnais pas. Je sais pas que je vous ai vu. C'est difficile. Et je suis revenue sur scène par l'Allemagne. Voilà. Mais enfin, ça s'est bien passé après. Ça s'est bien passé, vous avez repris. Voilà. 10 ans plus tard, vous partagez la scène, on est en 1976 avec votre maman, parce que depuis tout à l'heure on a parlé Oui, d'Edith, oui, on a parlé oui, de Jacques oui. Pils, mais votre maman Lucienne Boyer, ça s'appelait Parlez-moi d'amour, c'était le nom de sa chanson la plus connue. Oui. Quel souvenir je crois que c'était sa dernière scène à votre maman. Et on faisait présenté par Charles Aznavour en plus à l'Olympia. Ouais. Et Bruno lui a fait la surprise, donc c'était pour ses 50 ans de chansons. Et c'est Charles qui présentait maman, puisqu'il aimait beaucoup ma mère. Et donc maman a fait un triomphe évidemment, standing ovation, bien sûr, elle était extraordinaire. 75 ans elle avait là, hein. Toujours sa belle voix, habillée de bleu. Nina Ricci lui avait fait sa robe, un parterre de stars dans la salle qui ne la laissait plus sortir de scène, c'était fabuleux. Et évidemment, on a fait un duo toutes les deux, on a chanté toutes les deux, c'était très très émouvant, c'est très beau, magnifique. Elle avait toujours cette très belle voix. Il y a une autre personne dont j'aurais parlé, une personne pas très lointaine, c'est Barbara Benton. Ah, ça c'est quand je suis revenue en France. Donc c'est vous en fait, hein ? C'est moi, oui, je m'étais coupé les cheveux, j'étais devenue blonde, je suis restée. Et je suis revenue en anglais. Parce que Jacqueline Boyer, c'était Tom Philibby, et puis le métier, moi, Tom Philibby, c'est vieux, c'est ça, c'est démodé, etc. Des fois, le métier n'est pas très gentil. Et puis, je suis tombée sur un producteur qui s'appelait Gérard Pédonc, et donc on a changé complètement de style, et on est arrivé avec une chanson tout à fait autre chose, c'était presque du rock'n'roll, c'est superbe, hein, magnifique, on a fait un très très bel album, et j'ai fait 1 an de tournée, où je parlais qu'anglais. Mais c'est un nouveau personnage du coup. Nouveau personnage, et j'apparaissais avec les lunettes noires, les cheveux coupés, et personne ne m'a reconnu. Et je parlais qu'anglais, et je faisais toute ma promotion avec un interprète. D'accord. Même Mourouzi ne m'a même pas reconnu. Et il a dit, j'ai fait son émission de télévision, et il a dit à mon attaché de presse, mon interprète, vous direz à Mademoiselle Benton qu'elle peut revenir quand elle veut, on aime les Américaines comme ça. Ah oui, donc vous avez vraiment joué un rôle à Jusqu'au bout, je ne parlais qu'anglais. D'accord. Et pourquoi vous avez finalement décidé de redevenir Jacqueline Boyer ? C'est-à-dire que c'est Drucker et Gérard Pédron qui ont dévoilé le poteau rose lors le premier Champs-Élysées qu'on a fait. Et donc j'ai chanté, puisque je passais sur toutes les FM, hein, 82, 83. Et donc on a démarré. Il a dit, vous l'entendez sur toutes les radios, Énergie, tout ça, toutes les FM. Je vais vous dévoiler qui est Barbara Benton, c'est Jacqueline Boyer. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je suis redevenue Jacqueline Boyer. Voilà. Non, mais c'est une histoire que j'ai découverte aussi, mais qui est assez hallucinante. Oui, mais j'aime bien les challenges, alors fallait le faire quand même, ce que j'ai fait. Hein. Ah oui, parce que là c'est un vrai ouais, challenge, ouais. Réussi pour le coup. Oui. L'album était très beau. On va le ressortir d'ailleurs. Mes producteurs suisses m'ont dit on va le ressortir pour l'Allemagne, même pour la France d'ailleurs, on va le ressortir. Mais avec votre vrai nom. Jacqueline Boyer chante en anglais, voilà. Ah, voilà. Quel regard vous portez vous aujourd'hui sur la chanson française ? Alors je parle pas d'Amir, hein, je parle en général la chanson française et tous ces jeunes qu'on voit qui émergent souvent de télévision, d'émissions de télévision comme The Voice, etc. Quel regard vous portez sur tout ça ? Il y a des très jolis talents, il y a des très belles voix, il y a des très beaux talents. Comme il y a eu Grégory Le Marchal qui était exceptionnel. Il y a quelques exceptions, quelques perles comme ça, hein, comme Nolwenn Leroy, Chimène Badi, des jeunes comme ça qui ont
qui ont une personnalité, qui ont un talent, qui ont... Mais c'est un peu un miroir aux alouettes, hein. Bon, ces gens-là, ces jeunes-là ont eu le privilège de s'en sortir parce qu'ils avaient une personnalité, ils avaient une belle voix, ils avaient un talent. Mais on leur promet 1001 gloires, 1001 facettes et 1001 choses extraordinaires. Mais une carrière, ça se fait pas en un jour, hein. Moi, ça fait depuis 58 que je travaille, que je gravis les échelons un par un. Edith, c'est pas venu d'un seul coup. Ma mère, c'est pas venu d'un seul coup. Aznavour non plus. Beko non plus. Il faut remettre le... C'est ce que me disait Marlène. Elle m'a dit, vous savez, Jacqueline, tu remets ton travail tous les jours, comme un artisan. Et c'est pas parce que vous gagnez Star Academy ou The Voice que vous êtes d'un seul coup Céline Dion. Moi, j'ai fait l'Eurovision, ça a été exceptionnel. J'étais numéro 1 avec une chanson. Mais après, les gens m'attendaient au tournant. Il a fallu que je gravisse les échelons, un par un. J'avais Tom Pilibi, mais il a fallu que je monte mon tour de chant. Que je me fasse un prénom, parce que s'appeler Boyer, c'était pas facile. Hein. Être la fille de, c'est pas facile. Fille de Jacques Pils, fille de Lucienne Boyer, belle fille d'Edith Piaf, bonjour. Et d'ailleurs, ça, juste pour faire la transition vers Edith Piaf, je crois que c'est la première chose qu'elle vous a dit quand vous l'avez vue. Mon petit poussin, maintenant, elle m'a dit, maintenant, tu vas l'avoir dur. Hein. Elle m'a dit, tu sais, maintenant, ils vont t'attendre au tournant. Mais c'est ça, The Voice. C'est ça. Bon, parce qu'on leur fait faire un album. Bon, très bien. Mais il faut remplir l'Olympia. Il faut remplir les tournées. Bon. Quand vous avez toutes les tournées avec tous les gens qui ont fait The Voice et tout ça, c'est exceptionnel. Mais après, quand ils se retrouvent tout seuls, et si le disque ne marche pas, parce que le métier, ils sont très méchants. Quand vous vendez pas, ils vous jettent à la poubelle. Hein. Excusez-moi, mais c'est très cru ce que je dis. C'est méchant, mais c'est vrai. Si vous avez pas, si vous en voulez pas, si vous n'avez pas la force, c'est dur, hein. Bon, mais je regarde parce qu'il y a quand même il y a des gens quand même, il y a des jeunes exceptionnels, vraiment. Mais il faut faire attention parce que c'est fragile les jeunes, ils ont 16 ans, c'est fragile. Moi, quand je suis montée sur scène, j'avais 17 ans la première fois, il fallait y aller, il fallait le faire. J'avais la carapace parce que je les avais vus travailler, je savais leur. Vous étiez entourée. Oui, mais j'ai vu leur remise en question, leurs doutes, parce que vous pensez pas que quand il faisait un répertoire, quand elle montait son répertoire, Edith, elle n'était pas sûre. Bon, elle avait la personnalité d'Edith, mais elle n'était pas sûre que la chanson marche. Ma mère, c'était pareil. Ils étaient pleins de doutes. Il fallait créer les chansons. Mon père, c'était pareil. Donc, c'était un travail fou. Ils avaient le trac, ils avaient le doute. Parce que tout le monde les attendait. Même grands comme ils étaient, tout le monde les attendait. C'était des remises en question perpétuelles. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui fait le challenge. Mais finalement, ils avaient une pression aussi, et même peut-être plus importante. Évidemment. Ils remettaient à chaque fois, on remet le travail sur l'atelier, sur l'établi. Ils remettaient leur carrière. Et Edith, alors, juste, on y revient. Ma petite mémère. Parce que nous, on connaît la star Edith Piaf. Alors, ma génération, on la connaît par nos parents, parce qu'on voit à la télé. Mais vous avez connu la mamie. J'ai connu mamie. Comment elle était adorable, ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir, toujours aux petits soins. Et elle m'a donné plein de conseils. Et puis j'allais dans sa chambre, on allait faire la prière à Sainte-Thérèse. On s'agenouillait, on faisait la prière au bord du lit. Et puis après, elle me donnait des leçons de savoir-vivre, parce qu'elle était très très bien éduquée. C'est une autodidacte, mais elle avait beaucoup d'éducation. Elle m'a fait mon éducation sexuelle, s'il vous plaît. Elle m'a donné plein de conseils, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. D'accord. Oui. Faire attention à ça, et te méfie-toi de ça, méfie-toi de ça, etc. Ma mère, pareil. Et puis elle m'a donné beaucoup de conseils pour la scène, évidemment. Elle m'a dit là une chose suivante, elle m'a dit, quand tu rentres sur scène, je le fais toujours, et même ma mère me l'a dit, et Marlène me l'a dit aussi. Elle m'a dit, quand tu rentres sur scène, tu regardes ceux d'en haut. Elle me dit, parce que c'est eux qui vont te faire ton succès, c'est eux qui payent leur place. Ceux d'en bas sont les invités.
Elle me dit, tu les salues après. Mais elle me dit, c'est ceux d'en haut que tu choisis. Tu les salues en premier, c'est ceux d'en haut les plus importants. Et je le fais toujours. Et ma mère faisait pareil. Hein. Ah oui, c'était le conseil. Oui. Et votre mère et Edith, en fait, s'entendaient très bien. Mais oui, Lulutte et Didith. Ah oui, d'accord. Mais oui. Même des petits surnoms. Quand même, quand Edith a joué Le Bel Indifférent, a repris Le Bel Indifférent au Théâtre Marigny en 52 ou 53. Mhm. Un soir, il y a un de ses amis qui dit, je t'emmène au théâtre, fais-toi belle, je viens te chercher à 7h. Et maman, toujours très élégante, ça s'habille toujours de bleu, bien sûr. Et il s'arrête devant le Théâtre Marigny et elle voit Edith Piaf, Jacques Pisse, Le Bel Indifférent. Elle dit, mais comment tu as fait ça? Mais je ne vais pas rentrer, c'est pas possible. Si, tu rentres. Edith t'attend, tu es invitée pour la première. Bon, alors évidemment, maman n'ose pas rentrer, mais elle rentre quand même dans le théâtre. Évidemment, tout le monde le regarde, ma mère. Mhm. Les gens disent, mais tu crois, c'est elle? Mais oui, c'est elle, mais c'est pas possible. Mais si, mais c'est... Mais comment ça se fait, etc. Le public, bien sûr, Lucienne Boyer, hein, bon... L'entracte arrive et maman reste là et il y a son ami qui lui dit, écoute, Edith t'attend, il faut que tu ailles dans les coulisses la voir, elle t'attend dans la loge. Bon. Et d'un seul coup, il y a la porte de la loge qui s'ouvre et il y a Edith qui crie, Lulutte, t'es là, allez, je t'attends, viens, rentre. D'accord. Alors maman rentre, elle lui prend les mains, elle s'assoit, elle commence à parler toutes les deux, ma Lulutte, ma Didi, etc. Et puis d'un seul coup, il y a Edith qui dit à ma mère, Lulutte, écoute, après le spectacle, tu viens me revoir, j'ai quelque chose d'important à te dire. Bon, alors elle repart, Le Bel Indifférent, elle joue Le Bel Indifférent, bon, triomphe, tout ça, bref. Après le spectacle, Lulutte part dire au revoir à Didith, elle arrive dans la loge et Didith lui dit, écoute, j'ai invité plein de monde chez moi, Boulevard Lannes, j'ai pas le temps d'y aller pour l'instant, je suis en retard, écoute, vas-y à ma place, occupe-toi de les recevoir. Alors il y a maman, Lulutte qui dit à Didith, mais enfin c'est pas possible, qu'est-ce que vont dire les gens, les invités, ils vont pas comprendre. Si, je m'en fous, t'es ma pote, tu vas à Boulevard Lannes et tu commences à les recevoir, j'arrive après. Bon, elle arrive Boulevard Lannes, elle ouvre la porte et puis tout le monde voit qu'est-ce qui reçoit les invités d'Edith Piaf et de Jacques Pisse, Lucienne Boyer. Oui, d'accord. Et donc Edith est arrivée bien plus tard. Mhm. Elle avait rien d'important à lui dire, mais elle voulait simplement montrer à tout le monde qu'elles étaient copines. C'est tout. D'accord. Voilà, ça c'était Edith. Belle anecdote. Hein? Décidément, vous en avez tellement. Faudrait écrire un autre livre, je pense. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire, tout le monde me réclame. Mais alors cette fois-ci, je raconterai ma vie avec eux. Mais avant, je vais le faire sur scène. Hein. Je vous signale que je vais le jouer sur scène. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous allez... Eh ben, c'est-à-dire que je vais raconter comme j'avais fait à l'époque, mais là, leur vie, je vais être la narratrice, je vais faire des personnages de grandeur nature de Edith, de Jacques et de Lucienne, que je vais mettre sur scène. Je vais projeter des photos, des films, et quand je parle de leurs chansons, je viendrai, parce qu'il y aura un très beau piano sur scène avec mon pianiste, et je fredonnerai les chansons. Très beau projet. Et ça s'appellera toujours Histoire de trois vies extraordinaires. Vous avez des scènes bientôt aussi, j'ai cru comprendre. J'ai quelques projets. J'ai déjà le Salon du Livre à Cosne-sur-Loire. Je vais recevoir le prix Jean Nohain. D'accord. Ça, c'est une surprise. Donc, je pars le 26, le 27, 28, 29 à Cône. C'est pour repartir le 10 et 11 juin à Clermont-Ferrand. D'accord. Où je vais présider avec mes copines Anne-Marie David, Séverine, je crois. On va jouer les présidentes de l'Eurovision avec quelques gagnantes. D'accord, c'est le fameux spectacle Volcavision, c'est ça? Voilà, exactement. Où je vais retrouver mes copines que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Et puis au mois d'août, je vais partir en Allemagne, à Stuttgart, où je vais faire une très grosse télévision. Où je vais promouvoir, je vais parler de mon bouquin, bien sûr, et je vais promouvoir mon dernier disque qui vient de sortir là-bas, Doch ich habe dich geliebt. Voilà. Un été bien chargé. Vous allez prendre le temps de vous reposer quand même un petit peu? Oh oui, mais je me suis tellement bien reposée. Mais pour moi, c'est du repos, c'est une joie de vivre, de faire ce métier, de parler d'eux. Je suis très heureuse que ça marche et qu'on apprécie. Voilà. Écoutez, nous en tout cas, j'étais très heureux de vous recevoir. Très heureux de vous connaître et de vous recevoir dans ce beau musée quand même. Hein. J'invite vraiment les gens à venir. Donc c'est ouvert le lundi, le mardi et le mercredi, sur réservation. Sur rendez-vous.
Mais c'est exceptionnel quand même. Hein. C'est vraiment Mais exceptionnel. C'est j'ai une dans collection. ma tête, je voudrais absolument, je voudrais trouver un ou deux mécènes très très riches, parce que j'ai dans la tête, je voudrais faire le musée de la chanson française, qui n'existe pas à Paris. C'est vrai. Quand je pense que le costume de scène d'Yves Montand et la robe de scène bleue de Lucienne Boyer sont à Tokyo, au musée de la chanson à Tokyo, et qu'il n'y a rien. À Paris, Paris. ville de la chanson française, dans le Et pays. c'est pas le fait de ne pas avoir sonné les cloches ou quelques ministres de la culture que nous avons eus et qui n'ont pas répondu. Ça, c'est moche, moche, moche de c'est moche. Je vous le dis en textuel. Hein. La chanson sûr. française, il faut que ça soit en France, punaise. Et le public attend ça, je pense. Évidemment, on me le réclame. Ce bouquin, tout le monde me dit, ah, enfin, c'est magnifique. On a une telle richesse, on a un tel potentiel de talent. Mince, Paris, ville lumière, ville de la chanson, ville du texte. Où c'est? Faut venir, bon, et heureusement que Bernard Marchois a eu l'idée magnifique de faire ce musée, mais enfin quand même. Oui, je suis bien d'accord. Non, puis un musée dans lequel l'État n'investit rien, faut le préciser. Et, Excusez-moi, la culture, bonjour. Hein. Oui, non, c'est sûr. Je suis pas très contente là. Hein. Bon, bah, Madame la Ministre, si vous nous regardez. Bon, enfin, mais j'attends pas après. Je vais trouver quelqu'un. Je veux quelqu'un qui ait beaucoup d'argent et qui nous aide. Ça mérite. Et on fera une interview là-bas pour l'inauguration. Avec grand plaisir. Merci beaucoup encore de nous avoir accueillis ici. Merci Et à vous. très bon été à vous. Merci. Au revoir.